Je vous apprends rien quand je dis que dans les 100 dernières années, notre consommation de ressources comme le pétrole, le charbon, le bois a décuplé. Si bien que chaque année, l'humanité consomme l'ensemble des ressources que la planète est capable de générer en un an de plus en plus tôt, genre en juillet. Pour régler le problème, est-ce qu'on serait capable de faire mieux avec moins? Bon, je m'éterniserai pas sur les raisons de notre consommation intensive de ressources, mais c'est entre autres parce qu'on est beaucoup, aussi parce qu'on possède beaucoup de choses dont on n'a pas besoin, mais c'est surtout parce que chaque chose qu'on fabrique est destinée à aller à la poubelle. Ce qui, en plus de mettre la Terre à sec, génère une quantité phénoménale de déchets, ce qui va polluer nos océans, les nappes phréatiques, les sols, en plus d'émettre beaucoup de GES parce qu'on doit les enfouir ou les brûler. On vit dans une société basée sur un système d'économie linéaire. Extraire, fabriquer, jeter. Pourtant, dans la nature, il n'y en a pas de déchets. Tout est réutilisé. Le déchet de chaque espèce est la nourriture d'une autre espèce. Et c'est ce que l'économie circulaire tente de faire. On veut créer des boucles, on veut faire en sorte que chaque objet devienne la nourriture saine d'un autre objet. Là, vous allez me dire, Maude, c'est pas ça qu'on fait avec le recyclage. Oui, le recyclage, je veux dire, il est louable, mais disons que l'économie circulaire a des intentions plus grandioses que le recyclage de maisons conventionnelles, genre le bac bleu. Ouvert. En fait, le système du bac de recyclage est juste pas assez sophistiqué pour qu'on en arrive à un zéro déchet. C'est surtout qu'on va utiliser une petite partie de l'objet pour en faire un autre objet mais d'une qualité inférieure. L'économie circulaire, elle veut revaloriser l'entièreté d'un objet pour que jamais il devienne un déchet. Parce que c'est ça dans le fond l'économie circulaire. Un objet ne devient jamais un déchet que si on le décide. Pensez-y, sans sa phase terminale, un objet va jamais devenir un déchet puis va toujours se transformer. En fait, dans un monde idéal, il faudrait que les fabricants soient obligés de toujours récupérer leurs emballages, leurs objets, leurs jouets, tout ce qu'ils ont produit, il faudrait qu'ils les récupèrent lorsqu'ils brisent ou lorsque le consommateur en a plus besoin. Genre, McDonald's serait obligé de récupérer leurs emballages, leurs pailles, leurs sacs de plastique, leurs sacs de papier, bref, tout pour en recréer de nouveau. Il y aurait rien qui serait enfoui. Oui, là, un monde où, genre, les poubelles, ça existe pas. Genre, chaque sofa que t'achètes, là, quand tu l'utilises plus, ben, si tu veux pas le donner à quelqu'un, ben, tu le redonnes au fabricant, puis lui, il va réutiliser l'intérieur des sofas, il va réutiliser tout ça, puis il va décider ce qu'il veut faire avec. Mais il a pas le droit de le jeter. C'est une loi. Ça serait vraiment le fun. Mais ce concept-là, il peut pas exister sans l'éco-conception. L'éco-conception, c'est quoi? C'est prévoir dès la fabrication du produit la possibilité de le désassembler si on veut en faire autre chose ou bien sûr la possibilité de le réparer. Parce que c'est ça, entre autres, qui rend la tâche difficile au recyclage, c'est que souvent un objet va être fait de plein de types de plastiques différents qui peuvent pas genre se faire fondre ensemble, se faire réutiliser ensemble ou se faire recycler de la même façon. Mais si un fabricant fabrique par exemple un jouet, dans l'idée qu'un jour il va être obligé de le récupérer, ben il va le fabriquer en facilitant son désassemblage, en facilitant sa réparation. L'éco-conception s'applique aussi aux bâtiments. On va fabriquer, en fait construire un bâtiment dans l'idée que si un jour on veut le mettre à terre pour construire autre chose, genre dans 150 ans, mais chaque pièce va pouvoir être utilisée pour la nouvelle construction ou pour une construction ailleurs. Ça peut s'appliquer aussi au téléphone, genre un téléphone qui, surprise, ne correspond pas aux normes d'obsolescence programmée, c'est-à-dire que il va pas être désuet après 2 ans, il va continuer de fonctionner longtemps, puis si jamais on veut le changer, ben toutes les pièces vont pouvoir être réutilisées pour fabriquer un nouvel iPhone ou un nouvel Android. Dans un système parfait d'économie circulaire, on veut aussi s'assurer qu'il y ait d'autres matières qui peuvent atteindre le même but qu'une première matière. Par exemple, si on n'a plus de lithium, parce qu'on n'est plus capable de recycler, de revaloriser efficacement le lithium qu'on a extrait pour les voitures électriques, bien qu'on ait d'autres possibilités pour avoir le même but, pour atteindre le même but de faire une voiture électrique, puis que ce matériau-là qui remplace le lithium, j'ai pas vraiment d'idée quoi parce que c'est pas tant mon domaine, mais lui, on puisse le réutiliser ad vitam aeternam. Donc, chaque chose qu'on fabrique, par exemple une voiture, on sait que il y a des matériaux plan B substituants qui vont pouvoir être utilisés si jamais le lithium est désuet pour X raisons. Il y a plein d'autres concepts, genre la dématérialisation, genre la dévalorisation, comme qui entrent dans le concept de économie circulaire. Je vais pas toutes les expliquer aujourd'hui parce que c'est quand même complexe, puis aujourd'hui on veut juste comprendre la base, puis on garde ça ludique. Et avant de vous donner des exemples d'économie circulaire done well, si vous vous demandiez, le compost, oui, il fait partie, il est membre de la grande famille de l'économie circulaire. C'est vraiment un pilier de l'économie circulaire. C'est un procédé biologique de la revalorisation des déchets, de nos déchets à nous qu'on mange, ou des déchets des animaux, par exemple, qu'on réutilise pour faire pousser de la bouffe. C'est la meilleure façon
d'optimiser une ressource. Donc là, je vais vous donner 3 exemples d'économie circulaire, de système circularisé qui est vraiment le fun. Première initiative, on a Precious Plastic qui a été lancé en 2013 par un Néerlandais et qui prend aussi racine au Québec. En fait, il prend racine partout où il voudrait ou que les gens veulent qu'il prenne racine. J'explique. Le but, c'est de créer un système de recyclage mondial alternatif. Donc, Precious Plastic conçoit entre autres des machines pour recycler le plastique par soi-même. Comment ça marche? Ben, premièrement, ils vont prendre un vieil objet de plastique désuet, genre un vieil arrosoir ou même une vieille bouteille de ketchup, puis ils vont les transformer en assiettes, en pots, en lunettes ou en plein d'autres objets du quotidien. Ils vont bien sûr prendre en compte les types de plastique parce que tout peut pas se transformer en tout, mais bon, ça c'est bien expliqué sur leur site web que je vais bien sûr mettre en description. La beauté de la chose, c'est qu'ils ne vendent pas les machines. À la place, ils ont décidé de révéler à tous, d'expliquer à tous gratuitement sur leur site web comment on peut les fabriquer. Il y a 4 différents modèles pour 4 différents types d'utilisation, 4 différents niveaux. Par exemple, le plus simple pour la maison ou pour une petite entreprise, ça coûte 200 € de matériel, donc je sais pas, là, 275 $, je fais pas la conversion de même. Mais il y en a qui sont aussi plus élaborés et donc qui coûtent plus cher à fabriquer. T'sais, ils disent exactement quoi aller acheter comme matériel. Et le matériel peut coûter autour de 1200 €, mais c'est quand même accessible quand vous avez une entreprise puis que votre entreprise tient là-dessus. Deuxième initiative, il y a le Café William dans la ville de Sherbrooke qui torréfie 300 sacs de café par jour et au lieu de jeter ces sacs en jute, il les envoie à la pépinière Arbre-Neuve. Ok, je viens de découvrir que c'est pas Arbre-Neuve, c'est Arbre-Inneuve, c'est juste que le I en plein milieu du mot, il est majuscule, fait que je pensais que c'était un L. Et cette pépinière-là, Arbre-Neuve, Arbre-Neuve, elle, avant de connaître le Café William et d'avoir comme un partenariat avec lui, ben, devait acheter des sacs en jute qui provenaient d'Asie et ça lui coûtait 73 000 $ par année. Dans le fond, pour le fondateur de Arbre-Neuve, Jérôme Quirion, la jute sert à fabriquer des petites pochettes dans lesquelles il va mettre des jeunes arbres avec le substrat nécessaire à la croissance des arbres pendant 2 ou 3 ans pour végétaliser les halles minières. Ça va lui servir aussi de paillis. Comme ça, il évite l'utilisation de toiles de plastique, d'herbicides pour empêcher les mauvaises herbes d'étouffer les plus jeunes arbres. Les deux entreprises, en fait, elles se sont rencontrées à Synergie Estrie. C'est un organisme qui est voué à la création de symbiose industrielle, donc symbiose industrielle, là, donc pour 2 entreprises collaborent, j'imagine. Et cet organisme-là, Synergie Estrie, dit d'ailleurs que cette collaboration a permis, juste la première année, d'éviter 73 tonnes de gaz à effet de serre. En plus de détourner 30 tonnes de jute de l'enfouissement, parce que les 300 sacs de jute que le Café William utilisait, ben, il les jetait, et d'éviter la production de 300 tonnes de matière vierge. Mon troisième exemple, c'est la semaine des artisans récupérateurs qui a lieu, qui a lieu du 30 novembre et qui se termine ce dimanche le 6 décembre. C'est organisé par Environnement Jeunesse et ça vise à faire la promotion des artisans locaux et écolos dont les créations sont majoritairement faites de matières recyclées revalorisées. Je vais donner 3 exemples de ce troisième exemple. Il y a l'atelier Entrepôt dont la spécialité est la récupération de matières publicitaires pour en faire des accessoires de mode plus esthétiques, plus résistants, genre des sacs à main. Il y a la transformerie, que je pense que j'en ai déjà parlé dans des vidéos, qui collecte des aliments invendus des épiceries et les transforme en tartinades de fruits, entre autres. Et finalement, il y a Chikiboom, qui fabrique des montres, des portefeuilles, des ceintures, des bijoux à partir de chutes de cuir rachetées auprès des manufacturiers. Bref, il y a tout plein d'entreprises québécoises qui font la promotion de l'économie circulaire et ils sont à découvrir sur le site d'Environnement Jeunesse que je vous mets bien sûr en description. Bon, ensuite on se demande est-ce que c'est viable, est-ce que c'est réaliste à long terme l'économie circulaire. J'entrerai pas dans les détails économiques, genre imaginer le type de système qu'on aurait si c'était régi par l'économie circulaire, là, c'est pas mon domaine. Mais plusieurs études ont démontré que si on remplaçait le modèle linéaire actuel par un modèle d'économie plus circulaire, disons, on pourrait réduire de manière substantielle la pression qui est exercée sur les ressources naturelles de la planète et sur le réchauffement climatique par l'activité économique. Plus précisément, c'est un rapport qui a été publié en janvier 2018, c'est quand même récent, par le think tank néerlandais Circle Economy, et ça estime qu'une économie entièrement circularisée engendrerait une baisse de 28% de la consommation des ressources et pourrait même réduire jusqu'à 72% des émissions de gaz à effet de serre. Pour corroborer le tout, il y a un rapport des Nations Unies, Resource Efficiency, Potential and Economic Implications, je vais mettre le lien en description, qui a été publié en mars 2017, qui arrive à la même conclusion, genre une baisse de 28% des ressources. Et à date, il y a beaucoup de pays qui ont des plans pour l'économie circulaire. Au Québec, vous avez pu voir tous les exemples que j'ai pu vous donner, là, juste la semaine des artisans récupérateurs, là, ça
ça montre à quel point on est créatif au Québec. Mais il y a aussi un site qui s'appelle Québec Circulaire, puis là-dessus, vous trouvez plein d'initiatives à plus grande échelle que des bijoux, par exemple. Comme là, je trouve l'initiative Retourne-y. Retourne-y. Réduction de la quantité de déchets produites par la restauration à emporter et réduction des ressources réutilisées pour la fabrication des contenants à usage unique. J'ai des recyclages des conduits de ventilation, revalorisation des matériaux en construction, BizBiz Construction, Biblioutil, un lieu où vices et novices se rencontrent, service clé en main pour réalisation des projets de chacun. Bref, il y en a tout plein. Il y a aussi la plateforme Phare Climat qui regroupe tout plein d'initiatives environnementales, dont des initiatives d'économie circulaire au Québec. Puis il y a l'Institut EDEC, l'Institut de l'environnement, du développement durable et de l'économie circulaire, qui, en étroite collaboration avec Recyc Québec, a développé un schéma de l'économie circulaire que je vous montre en l'instant pour vraiment saisir les principes de base pour voir si c'est viable. Mais bon, il y a plusieurs obstacles à tout ça, genre le fait que nos objets sont pas fabriqués pour être réutilisés. Mais si on commence dès maintenant l'éco-conception, on pourrait réussir dans 100 ans, bon, quand nos enfants et nos petits-enfants seront vieux, à vivre dans une société où les déchets existent presque plus. Faut donc continuer à encourager les commerces qui font la promotion de l'économie circulaire, surtout en ce temps des fêtes. Pourquoi ne pas acheter non seulement local, mais éco-responsable, donc de compagnies qui ont réutilisé des objets qui étaient dédiés à l'enfouissement? Parce que acheter, c'est voter. Tout comme liker, commenter, partager une vidéo YouTube en plus de s'abonner, c'est encourager le créateur et son contenu.